Bienvenue sur Dialbox.fm. On va commencer très fort avec une question un peu provocatrice. On a tous ce réflexe, on pense investissement et notre cerveau se branche directement sur actions, CAC 40. Mais s'il existait une autre voie, bien plus discrète, qui surperforme régulièrement les marchés que l'on connaît tous. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Le private equity français, c'est-à-dire l'investissement dans les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, a rapporté en moyenne 10,2% par an sur 10 ans. C'est 2,4 points de plus que le CAC 40 chaque année. Alors, l'objectif de cette analyse est simple. À la fin, on saura comment fonctionne ce marché caché et surtout, on aura décrypté une opportunité fiscale absolument unique qui se termine en 2025. Un point super important avant de plonger. Toute cette analyse s'appuie sur des données de fin 2024 et début 2025. Les grandes tendances sont là, bien sûr, mais les chiffres précis, eux, bougent constamment. Donc la règle d'or, c'est de toujours vérifier les données actuelles avant de prendre la moindre décision. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on parle d'investir directement dans l'économie réelle, dans les PME qui font vivre nos territoires, dans les startups qui sont en train de créer le monde de demain. C'est un univers qui a longtemps été l'apanage des ultra-riches, mais qui, aujourd'hui, souffre et représente une diversification vraiment puissante pour un portefeuille. Et attention, ce n'est pas un petit marché de niche. On parle de 135 milliards d'euros rien qu'en France. Mais le plus intéressant, ce n'est même pas la taille, c'est la dynamique. Rien qu'en 2024, 26 milliards d'euros de nouveaux investissements ont été injectés. C'est une hausse de 16%. C'est un signal très clair que les capitaux se tournaient massivement vers cette alternative. D'accord, mais alors pourquoi est-ce si urgent d'en parler maintenant, en 2025 ? Tout simplement parce qu'une fenêtre d'opportunité fiscale mise en place par l'État est sur le point de se refermer. Et ça, c'est une information cruciale. Le mécanisme est vraiment simple. Jusqu'au 31 décembre 2025, si on investit dans une PME qui remplit les conditions, on peut déduire 25% de la somme de son impôt sur le revenu. C'est un cadeau fiscal. Mais attention, dès le 1er janvier 2026, cet avantage retombe à 18%. 2025 est donc la toute dernière année pleine pour profiter de ce taux maximal. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple. On investit 10 000 euros cette année. Eh bien, paf, c'est 2 500 euros qui s'effacent directement de la feuille d'impôt. C'est un rendement immédiat et garanti de 25%, avant même que l'investissement ait commencé à produire de la valeur. C'est juste énorme. Ok, l'opportunité est claire. Maintenant, la grande question. Comment on fait concrètement ? Il y a en gros 5 chemins possibles pour y accéder. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à des budgets qui vont de quelques centaines d'euros à plusieurs millions. Le premier chemin, c'est le plus connu, devenir business angel. Ça veut dire investir son argent directement dans des startups qui sont en train de se lancer. C'est là que le potentiel de croissance peut être explosif. Et le secteur est en pleine ébullition. En 2024, les business angels français ont injecté presque 99 millions d'euros. C'est 33% de plus que l'année d'avant. En pratique, ça donne quoi ? Le ticket d'entrée se situe souvent entre 5 000 et 100 000 euros. Le rendement moyen, d'après les plateformes comme WeSeed, tourne autour de 9 à 12%. Mais, et c'est un grand mais, le risque est à la hauteur des espérances. La même plateforme rapporte que 20% des projets sont en retard de paiement ou en litige. La clé ici, c'est donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, si ce genre de décryptage très concret, avec les chiffres qui vont bien, vous apporte la valeur, un petit like, c'est vraiment le meilleur signal pour nous encourager à continuer. Deuxième chemin, on change complètement de philosophie. Le rachat de PME. Là, on n'investit plus dans une promesse, mais dans une entreprise qui a déjà ses clients, ses salariés et qui génère déjà des bénéfices. L'opportunité est colossale en ce moment avec ce qu'on appelle le papy boom. Des milliers de dirigeants partent à la retraite et cherchent à transmettre leurs entreprises. On parle de 55 000 transmissions attendues rien qu'en 2024. C'est un marché immense. Le ticket d'entrée est forcément plus élevé, on commence autour de 50 000 euros. Mais le rendement attendu est aussi plus attractif, entre 10 et 20%, sans compter les dividendes qui peuvent tomber régulièrement. L'avantage principal, c'est qu'on achète des actifs bien réels et que les banques adorent ça. Elles sont souvent prêtes à financer 70 à 80% de l'opération, ce qui crée un effet de levier surpuissant et modère le risque. La troisième voie, c'est la plus traditionnelle pour les investisseurs qualifiés. Passer par des fonds de private equity ou de venture capital. C'est une approche beaucoup plus passive. En gros, on confie son argent à des gérants professionnels qui vont se charger de tout, trouver les pépites, les accompagner et gérer le portefeuille. Ici, les tickets d'entrée sont plus conséquents, ça démarre souvent à 100 000 euros. Et pour finir, 2 dernières pistes un peu différentes. D'un côté, la franchise. C'est un modèle clé en main, on achète un concept qui a déjà fait ses preuves, ce qui maîtrise pas mal le risque. Et de l'autre, paradoxalement, la bourse elle-même, c'est un moyen très liquide de s'exposer à tout cet écosystème en investissant dans les entreprises qui vendent leurs services aux startups et aux PME, comme les boîtes de logiciels ou les fintechs. Bon, maintenant qu'on a vu tous les outils disponibles dans la boîte, la vraie question c'est comment on les assemble ? Quelle est la bonne recette en fonction de son profil d'investisseur ?
Pour un profil qu'on qualifierait d'agressif, disons avec plus de 100 000 euros à allouer, on peut imaginer un portefeuille très orienté vers la croissance. Par exemple, 40% direct dans des startups pour le potentiel de jackpot, 30% dans des fonds pour déléguer une partie, 20% sur un projet de rachat de PME, et on garde 10% en actions pour avoir une poche de liquidité. C'est une stratégie pour ceux qui sont à l'aise avec le risque et qui ont un horizon de temps très long. Maintenant, pour un portefeuille plus équilibré, entre 30 000 et 100 000 euros, on va chercher un meilleur compromis. On pourrait mettre 50% en start-up, mais via des plateformes de crowd equity pour pouvoir investir des petits montants dans plein de projets et bien diversifiés. On garde 30% en actions pour la flexibilité et on sécurise 20% avec des obligations de PME. En clair, on prête de l'argent à des entreprises contre un rendement fixe. Et enfin, pour un profil conservateur avec moins de 30 000 euros, la priorité absolue, c'est de maîtriser le risque et de garder de la liquidité. On pourrait donc avoir 60% sur des actions, idéalement un ETF pour diversifier à fond, 30% sur du crowdlending pour le revenu fixe, et on s'autorise juste une petite touche de piment avec 10% sur un ou deux projets de start-up en crowd equity, pour voir. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup, dans quel profil est-ce que vous vous reconnaissez le plus? Plutôt du genre agressif, équilibré ou conservateur? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, c'est toujours super enrichissant de voir les différentes approches. On arrive au chapitre le plus important. Parce que soyons clairs, un potentiel de rendement plus élevé s'accompagne toujours de risques plus élevés. La bonne nouvelle, c'est que quand on les comprend bien, on peut apprendre à les gérer. Alors, parlons vrai. Les risques majeurs, les voilà. 1. Les liquidités. L'argent est bloqué pour 5, 8, parfois 10 ans. 2. Le risque de perte totale. Les statistiques montrent que jusqu'à 70% des startups échouent. 3. La dilution. Votre part dans l'entreprise peut diminuer au fil des levées de fonds. Et 4. L'asymétrie d'information. Les fondateurs en sauront toujours plus que vous. Mais ces risques, ce n'est pas une fatalité. Loin de là. Voici comment on les atténue. La règle d'or, c'est de diversifier. Il faut viser au minimum 10 investissements différents pour lisser le risque d'échec d'un seul projet. Il faut aussi essayer de co-investir avec des experts, privilégier des plateformes régulées par l'AMF. Et surtout, n'investir que de l'argent dont on est sûr de ne pas avoir besoin avant au moins 10 ans. Allez, on récapitule tout ça en moins de 30 secondes. Point numéro 1. Le non-coté a historiquement surperformé la bourse, mais attention, le risque est bien réel. Point numéro 2. 2025 est une année absolument charnière pour aller chercher les 25% de réduction d'impôts avant que l'avantage ne diminue. Et point numéro 3, la clé du succès, c'est la diversification entre plusieurs stratégies. Et bien sûr, en garde en tête que les conditions de marché, elles, peuvent toujours évoluer. Alors, concrètement, par où démarrer? Voici une petite checklist pour les 7 prochains jours. Premièrement, allez juste jeter un œil à la bourse de la transmission de BPI France. C'est gratuit et ça donne une vision très concrète du marché du rachat de PME. Deuxièmement, analysez un premier projet sur une plateforme comme WeSeed, même sans investir, juste pour vous faire la main. Et troisièmement, cherchez s'il existe des ETF spécialisés dans les PME européennes qui seraient éligibles au PEA-PME. Si vous pensez que cette analyse peut être utile à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à la partager. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, le plus simple, c'est bien sûr de s'abonner. C'était Dialbox.fr. À très bientôt.